Bien, donc la dernière fois, on a vu un petit peu les milieux fluviatiles. C'est-à-dire l'exemple de milieu fluviatile. On a parlé du profil longitudinal des cours d'eau, bien des rivières et des fleuves, par exemple. On a parlé également de leur profil transversal. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu les dépôts. Les dépôts dans ces milieux fluviatiles. Alors, généralement, ces dépôts de milieux fluviatiles, on les appelle les terrasses. Leur nom, c'est les terrasses. On les appelle les terrasses, parce qu'ils se présentent généralement horizontalement sous forme de terrasses. Donc, bien sûr, ces terrasses sont formées par des graviers, par des galets, par des blocs, par des sables, par des argiles aussi. C'est ce qu'on appelle les alluvions. Les alluvions. Tous ces éléments-là, on les appelle les alluvions. Les alluvions. Alors, les dépôts, la nature des dépôts fluviatiles, c'est généralement les alluvions. Alors, ces alluvions-là, bien sûr, se sont formés par des éléments qui proviennent de l'érosion mécanique des reliefs. L'érosion mécanique des reliefs, quand ils sont érodés par l'érosion mécanique, ils vont libérer donc ces fragments de roche, ces débris solides, qui vont être transportés par le cours d'eau, de l'amont vers l'aval, bien sûr, et déposés dans ce cours d'eau au fur et à mesure que le courant perd son énergie et les dépose sous forme donc d'alluvions. Bien sûr, on va voir donc une classification, bien un granoclassement général, si vous voulez, grossier, les blocs, les graviers, les blocs, les grains grossiers du côté de l'amont, puis au fur et à mesure, on s'approche de la mer ou bien de l'embouchure, on va déposer que les particules fines. Alors, ces dépôts-là, bien ces alluvions-là, c'est les éléments qui vont former, si vous voulez, les conglomérats, les roches de type conglomérat, les roches de type grès et les roches de type argile ou bien argilite, etc. C'est-à-dire, ce sont les éléments qui vont former les trois classes des roches détritiques, c'est-à-dire les lutites, les arenites et les runites, que vous avez vu peut-être en TP. D'accord? Alors ça, c'est un aperçu, si vous voulez, sur les dépôts, la nature des dépôts et sur la géométrie des corps sédimentaires. Ce sont donc les terrasses. Alors maintenant, on va essayer de voir, si vous voulez, comment se forment ces terrasses dans une rivière, ou bien dans un cours d'eau, comment se forment ces terrasses fluviatiles. Alors, vous avez deux cas de figure. Vous avez ce qu'on appelle les terrasses étagées et les terrasses emboîtées. Alors, la formation de ces terrasses-là, elle est contrôlée par deux facteurs. Elle est contrôlée par le taux d'érosion, ou bien ce qu'on appelle le creusement ici, bien la phase, la durée, si vous voulez, du creusement, et par la phase d'accumulation ou bien de dépôt. L'accumulation ou bien dépôt, la sédimentation. Ici, vous avez donc érosion, creusement, érosion. Ici, l'accumulation ou bien dépôt, sédimentation. On parle donc de la phase de creusement et la phase d'accumulation. Leur durée, c'est-à-dire la phase peut durer longtemps comme il peut durer pendant un temps très court. C'est-à-dire,
Si la phase de creusement est très importante, pendant un temps très long, creusement, érosion, c'est-à-dire on ne va pas déposer les dépôts, les alluvions, on va que creuser la vallée. D'accord? Mais si l'accumulation, si on a le dépôt par point, on peut déposer notre terrasse tranquillement. Puis après, bien sûr, il va y avoir de nouveau une phase de creusement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces terrasses-là, les terrasses étagées ou bien les terrasses emboîtées, sont contrôlées, comme je viens de l'expliquer, par deux phases, ou bien deux facteurs, si vous voulez. La durée de ces facteurs. La phase de creusement, bien d'érosion, et la phase d'accumulation, bien de dépôt. Alors, pour les terrasses étagées, comme vous voyez ici, la phase de creusement, bien d'érosion, est indiquée par ces flèches vertes. Vous avez ici un creusement, vous avez également ici un autre creusement, alors que la phase d'accumulation de dépôt est indiquée par les flèches oranges. Alors, si on regarde ici les flèches, la longueur des flèches, donc la longueur des flèches reflète, si vous voulez, la durée du facteur de creusement ou bien d'érosion, sa durée. Alors, si on regarde les flèches, regardez les flèches vertes sont longues par rapport aux flèches roses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la phase de creusement est très importante par rapport à la phase d'accumulation. C'est-à-dire le fleuve ici, il creuse ou bien il érode plus qu'il dépose. Il érode plus qu'il dépose. Donc ici, la phase de creusement, donc je peux mettre par exemple phase comme ça. Phase de creusement. Phase de creusement. Vous pouvez écrire ça vous-même. Donc ici, supérieur à la phase d'accumulation, à la phase de dépôt. D'accord? Alors, si on veut donc essayer de voir ça sur ce schéma-là, alors vous avez généralement le cours d'eau, donc coule, si vous voulez, dans une cuvette, dans un chenal comme ça. Alors, au départ, par exemple, le cours d'eau était ici, avant d'arriver ici. Donc, il va déposer la première terrasse, par exemple, ici, au départ, ici, comme ça. Je vais vous expliquer ça sur la diapo suivante. Alors, après le dépôt de cette terrasse-là, il va creuser. Il va creuser et toute cette partie-là, par exemple, là, va être érodée, transportée. Et on aura le dépôt de cette terrasse-là. C'est-à-dire la terrasse avec un profil qui va faire ça. Un profil qui va faire ça. Et on aura la première terrasse ici. Un ici, un ici. Puis de nouveau, par exemple, quand il creuse, il arrive ici par exemple, il creuse, donc tout ça va être dégagé. Hein. Toute cette partie-là va être érodée, transportée, dégagée. Puis, à certains moments, il peut déposer de nouveau une autre terrasse, par exemple ici. Une autre terrasse, par exemple comme ça. Puis de nouveau, il va y avoir l'érosion. On va éroder toute cette partie-là. Regardez, là où je vais mettre les hachures, c'est l'érosion. Et on dépose donc la terrasse 2 ici. Terrasse 2 de chaque côté. 2. Et voilà donc ce qu'on appelle les terrasses étagées. Donc vous avez un, c'est comme des étages. À la fin, donc on aura donc un profil qui va faire ça. C'est comme des étages. Donc vous avez une en haut, 2, 3, etc. Donc ici, voilà d'une manière très simplifiée donc comment se forment ces terrasses étagées. C'est-à-dire, ici, la phase d'érosion est plus importante que la phase d'accumulation. Vous avez ici la courbe bleue qui indique les fluctuations du niveau de base. Les fluctuations du niveau de base, c'est tout simplement, si vous voulez,
l'association de ces deux flèches-là, la flèche verte et la flèche orange. Donc, on peut avoir donc érosion, dépôt, érosion, dépôt, etc. etc. D'accord? Donc, voilà comment se forment, d'une manière, comme j'ai dit, très simplifiée, les terrasses étagées. Et comme vous voyez ici, la terrasse la plus ancienne, elle se trouve en haut. C'est la terrasse 1. La terrasse la plus récente se trouve en bas. Ici, dans ce cas de deux terrasses, c'est la terrasse 2. Donc, ici, c'est comme si on ne respecte pas, si vous voulez, le principe de stratigraphie qui parle de qui s'appelle, si vous voulez, le principe de superposition. Superposition, principe de stratigraphie qui dit que toujours les couches, bien les strates les plus anciennes, on les trouve en bas, alors que les strates les plus récentes, on les trouve en haut. Ici, c'est un cas exceptionnel où on ne respecte pas ce principe. C'est-à-dire ici, dans ce cas-là, vous avez les terrasses anciennes en haut, les terrasses récentes en bas. Alors, pour les terrasses emboîtées, alors comme leur nom l'indique, c'est des terrasses emboîtées les unes sur les autres. Alors, dans ce cas, pour former ces terrasses emboîtées, il faut que la phase d'accumulation, bien de dépôt, soit supérieure à la phase de creusement, tout simplement. C'est-à-dire ici, le fleuve dépose plus qu'il érode. Il dépose beaucoup de sédiments et érode peu de sédiments. C'est pourquoi ici, vous avez des flèches, c'est presque égal, mais en principe, la flèche orange est supérieure à la flèche verte. C'est plus longue, si vous voulez. Le fleuve, donc, il dépose, le fleuve, donc, dépose plus qu'il érode. Et on aura donc des terrasses emboîtées les unes dans les autres, c'est-à-dire des terrasses comme ça. J'ai mal dessiné donc la cuvette, mais ce qu'on va voir, c'est des terrasses comme ça. La première terrasse ici déposée, la deuxième, la troisième, etc. C'est ce qu'on appelle les terrasses emboîtées. Donc, vous avez une ici en bas, deux, et vous avez trois en haut. La terrasse 3, la plus récente en haut. Donc, ici, le principe de superposition est respecté, pas de problème. Ce qu'on appelle donc les terrasses emboîtées. Donc, ce qu'il faut retenir, terrasse étagée, pour former des terrasses étagées, il faut que la phase de creusement soit supérieure à la phase d'accumulation. Pour former les terrasses emboîtées, il faut que la phase d'accumulation, bien de dépôt, soit supérieure à la phase d'érosion, bien de creusement. Voilà donc ici un petit schéma qui illustre donc ces deux types de terrasses. Donc vous avez ici terrasse étagée. Donc par exemple ici, au départ, donc notre fleuve était à ce niveau-là et il dépose donc cette terrasse-là, c'est la terrasse 1, une également de ce côté-là. Il est continu avant, quand il s'est déposé, il est continu, c'est-à-dire on le trouve partout ici. Mais après, il va être creusé, il va être érodé, c'est-à-dire le fleuve érode jusqu'ici. Il érode donc toute cette partie-là, jusqu'ici, hein, il érode tout ça, il érode tout ça. Vous voyez? Puis, après l'érosion, elle dépose de nouveau cette terrasse-là, la terrasse 2. La terrasse 2. Il la dépose également sur tout le chenal, ici. Il occupe toute cette partie-là. Puis après, il va éroder de nouveau. Il va creuser toute cette partie-là de la terrasse. Et il ne va rester que ce qui est sur les bords, ici. Donc, il érode tout ça. Puis après, il dépose de nouveau la troisième terrasse. 3 ici. Troisième terrasse de la même façon. Puis de nouveau, il érode. Peut-être peut considérer que le fleuve, il est actuellement ici, par exemple. Il arrive ici. L'eau, par exemple, il est là, par exemple, actuellement.
Vous voyez? Donc, il creuse encore, puis après, il va déposer. Donc, ici, par exemple, le fleuve, il est là. Il y a notre cours d'eau, il est là actuellement. Après avoir déposé les terrasses 1, 2, 3, etc. Donc, voilà donc comment se forment les terrasses étagées. Terrasse emboîtée, comme je viens de l'expliquer. Donc, ici, la phase de creusement bien d'érosion est supérieure à la phase d'accumulation de dépôt. Ici, la phase de dépôt mais d'accumulation est supérieure à la phase de creusement bien d'érosion. Donc, le fleuve, au départ, elle est ici, à ce niveau-là. Elle dépose donc cette terrasse-là, la terrasse 1. Donc, il peut creuser un petit peu ici, mais la phase de creusement donc très courte et dépose de nouveau donc la terrasse 2, creuse encore puis dépose la terrasse 3. Par exemple ici il est en cours donc de dépôt de la terrasse 3. Donc notre fleuve par exemple il est là actuellement. Notre cours d'eau si vous voulez, notre chenal il est actuellement ici par exemple. Alors, elle dépose plus qu'il érode et on obtient donc les terrasses emboîtées avec la terrasse la plus ancienne en bas, la terrasse la plus récente en haut. Principe de superposition respecté. Ici, le principe de superposition n'est pas respecté. Voilà, d'une manière générale, comment se forment les terrasses emboîtées et les terrasses étagées. Voilà, donc je vais refaire, si vous voulez, le dispositif, si vous voulez. Voilà, donc la formation de la terrasse 1, la formation de la terrasse 2, puis érosion, puis formation de la terrasse 3. Bien, ici, un exemple de terrasse. C'est pour avoir une idée sur ces terrasses, si vous voulez, qui se forment dans des milieux fluviatiles. Alors ici, on est dans un milieu fluviatile, si vous voulez. C'est un cours d'eau, c'est pas un fleuve. Hein. Un petit cours d'eau actuellement, qu'on peut voir ici. Donc, vous avez de l'eau ici qui s'écoule, bien sûr, de l'amont vers l'aval. Hein. Donc, c'est un cours d'eau, ce n'est pas un grand fleuve. Mais regardez les terrasses qui peuvent se former, bien qui se sont formées dans ce cours d'eau dans le temps. Hein. Ce n'est pas actuellement. Actuellement, voilà ce qu'on a, les dépôts qu'on a, c'est ça. Mais dans le temps, se sont déposés ces dépôts-là. Cette terrasse-là, regardez, c'est des dépôts déposés horizontalement, c'est des terrasses, et c'est un ensemble donc de différents éléments, de différentes tailles. C'est ce qu'on appelle les alluvions. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les alluvions. C'est ce que vous avez également Monsieur, ici. Oui. est-ce que vous pouvez agrandir ce laser ou je sais pas comment appeler. Oui, le pointeur. Non, ici, j'utilise le stylet pour dessiner, oui. Mais pour dessiner, Monsieur, c'est pas visualisé. oui, je sais, mais j'utilise ça pour écrire et dessiner. Mais je peux utiliser le D'accord, pointeur. monsieur. Voilà, le pointeur laser, il est là. Mais je ne peux pas dessiner avec ce pointeur-là. D'accord? Et après, je vais changer. D'accord, monsieur. Alors, ce que Merci. vous avez ici, j'ai dit, c'est des terrasses formées par des alluvions. Comme vous voyez ici, les alluvions, c'est des roches. Donc, c'est des roches détritiques. Hein, c'est des éléments de roches détritiques. Donc, vous avez des niveaux conglomératiques, vous avez des niveaux de grès, parfois des argiles, parfois des sables, parfois, etc. C'est un mélange. C'est un mélange que vous voyez ici, qui forme donc les terrasses. Ici, comme je dis, c'est pour avoir une idée sur une terrasse. Donc, cette terrasse-là, elle s'est formée, je ne sais pas dans combien de temps, mais elle est relativement ancienne. Donc, le lit de l'ouest, ou bien le lit mineur, il est là, actuellement. Actuellement, donc, avant, par exemple, il était ici, il a déposé, puis il a creusé, il a creusé, il a creusé, il a creusé jusqu'ici actuellement. C'est-à-dire ici, vous avez une terrasse ici, il faut s'attendre à trouver une terrasse de l'autre côté ici. L'équivalent de celle-là de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle donc des terrasses étagées. Ici, je vous montre cette photo pour avoir une idée, si vous voulez, sur l'ampleur d'érosion que peuvent engendrer ces cours d'eau. Alors, regardez ce cours d'eau, c'est la vallée de l'Oued-Ziz, dans le Haut Atlas central, au nord de Rachidia ici. Alors, regardez, ce oued-là, imaginez l'intensité d'érosion, si vous voulez, qui a
engendrer cette oued, si vous voulez, dans cette région, dans les formations qui font cette région. Regardez les falaises ici, les falaises calcaires. Donc, avant, l'oued était ici, à ce niveau-là. Avant, dans le temps. Et la creusée, actuellement, on le trouve ici. Donc, ici, si vous voulez, l'oued ici creuse plus qu'elle dépose. C'est-à-dire ici, en principe, il n'y a pas de terrasses qui se sont formées jusqu'à présent. C'est-à-dire tout ce qui s'est formé, à chaque fois, il va être entraîné et déplacé. Parce que au moment de crue, au moment où il y a beaucoup d'eau dans l'oued, il va donc transporter ce qu'il a déposé. Mais actuellement, on peut voir, regardez actuellement, on peut voir, par exemple ici, l'oued, c'est le même oued, ouedzis présente une forme méandriforme. Ici, vous avez un méandre, regardez, un autre méandre ici. Regardez ici. Donc, vous avez érosion dans la partie concave ici, et vous avez le dépôt dans la partie convexe. Alors, donc, avec le temps, si on essaie donc de bloquer l'érosion ici par une construction très solide, avec le temps, l'oued peut creuser jusqu'à ce qu'il ramène, jusqu'à ce qu'il arrive à la route ici, ce qui est très dangereux. Donc, il y a ici, peut-être ici une petite construction, mais il faut vraiment penser à construire un mur ou bien une digue très solide qui va, si vous voulez, stopper ou bien bloquer, si vous voulez, l'érosion ici, pour ne pas arriver à la route. Sinon, dans le temps, l'oued peut arriver jusqu'à la route ici, il peut même détruire la route. Ce qui va donc former un danger pour les utilisateurs donc, de la route. Alors ici, je reviens sur donc, cette formée en réforme. J'ai dit, donc, vous avez ici érosion, et vous avez une terrasse ici, regardez, les terrasses de méandre, ce qu'on appelle les terrasses ou bien les barres de méandre. Très grande barre ici, la barre de méandre. La même chose de ce côté-là. On a des barres de méandre du côté convexe. Alors, bien sûr, ces oueds-là, leur histoire, si vous voulez, c'est-à-dire le point de départ, c'est-à-dire de leur activité ou bien de leur érosion, il peut être, si vous voulez, syntectonique ou bien syn et antitectonique, c'est-à-dire la formation de l'oued ou bien la naissance de l'oued ou bien du cours d'eau, et c'est fait, si vous voulez, au moment de la tectonique, c'est-à-dire le soulèvement, si vous voulez, de la chaîne du Haut Atlas. Parce que si on est dans le Haut Atlas, donc quand il y avait le soulèvement de la chaîne, en ce moment-là, automatiquement, il y avait naissance du fleuve ou bien de l'oued. Et depuis cette époque-là, cette oued-là, donc, creuse jusqu'à l'état actuel, si vous voulez, jusqu'à maintenant. Donc, vous imaginez, donc, il s'agit donc, si vous voulez, en quelque sorte, des millions et des millions d'années. Hein. Il est lié, si vous voulez, au phénomène tectonique, c'est-à-dire au soulèvement de la chaîne. Alors, après cela, on va essayer de voir un petit peu les séquences fluviatiles, les séquences de dépôts, c'est-à-dire comment se fait l'arrangement des dépôts, bien des couches de strates dans les terrasses, dans ce qu'on avait appelé tout à l'heure les terrasses. Quelles sont les séquences qu'on peut définir? Quels sont les arrangements de dépôts qu'on peut définir dans les différentes terrasses? Alors, d'une manière générale, on peut distinguer deux principaux types de séquences de dépôt dans les milieux fluviatiles. Le premier type caractérise les cours d'eau en tresse. Le deuxième type caractérise le cours d'eau, le type méandriforme. Donc, tresse, méandriforme. C'est les principales séquences, si vous voulez, qu'on peut définir dans un fleuve. Mais on peut définir d'autres, bien sûr. Mais les plus abondantes, ou bien les plus
Le plus important, c'est surtout les séquences de type tresse qui caractérisent les cours d'eau en tresse et les séquences de type méandre qui caractérisent les cours d'eau méandriformes. Alors ici, vous avez ces séquences-là. Vous avez ces séquences, il faut se souvenir, séquence, quand on l'a défini, on m'a dit c'est un cycle. Hein. Un cycle sédimentaire. Alors les flèches ici, regardez cette première flèche, elle représente un cycle ou bien une séquence. Ici, une autre séquence. Mais ici, vous avez des séquences d'inondation. Les séquences d'inondation. C'est-à-dire qu'on détermine, si vous voulez, au niveau de la plaine d'inondation. Souvenez-vous également, quand on a vu donc les différents profils de vallées fluviatiles, profil transversal par exemple, on a défini le lit mineur ou bien le chenal, et on a défini le lit majeur avec une plaine d'inondation. Le lit majeur, dans le lit majeur, on a la plaine d'inondation. Alors ces séquences-là, on les définit dans la plaine d'inondation. Si vous regardez la légende ici, vous allez savoir de quoi il s'agit ici. Regardez la première séquence ici, la première flèche, ou bien le premier cycle. Il est formé par des dépôts, des sables, des graviers, parfois des conglomérats, etc., avec des stratifications entrecroisées. C'est ce qui est marqué ici au niveau de la légende. Stratification entrecroisée, puis en haut de la séquence, on peut voir les rides de courant, rides dissymétriques. Premier cycle. Deuxième cycle, il est formé ici par des dépôts, c'est-à-dire des sables, des grès, des conglomérats, c'est-à-dire des alluvions avec des stratifications obliques, puis de nouveau les rides de courant au sommet. Regardez cette séquence-là, elle est formée par la boue à la base. Bien, si vous voulez, la boue à la base ici, ce qui est noir ici, boue ou vase, regardez, boue ou vase, il fait partie donc du sommet de la séquence, de cette séquence-là. C'est le sommet, parce qu'en principe, il faut toujours avoir une séquence grano-décroissante, c'est-à-dire grossier ici et fin ici. Donc le noir ici fait partie de cette séquence-là, c'est-à-dire le sommet de cette séquence-là. Et en général, les séquences de milieu fluviatile démarrent avec des surfaces érosives. Je vais quand même utiliser le stylet. Donc, généralement, elle démarre avec des surfaces érosives, comme ici. Vous voyez? Voilà ici la base d'une séquence, de cette séquence-là, cette flèche-là. Et se termine ici par le noir, c'est-à-dire la boue et la vase. Alors, regardez celle-là également, donc formée ici par des dépôts, des alluvions avec des stratifications entrecroisées, des rides de courant, puis la boue et la vase. Puis une nouvelle séquence ici, ou bien un nouveau cycle. Phase érosive ou bien ravinante, toujours dépôt avec des stratifications entrecroisées. Ici, regardez l'intervalle avec des rides très importants, rides de courant. Puis ici, les points, c'est les laminations planes. En principe, les laminations planes, il faut les schématiser comme ça. Lamination plane, parallèle, comme ça, qui indique également donc un dépôt dans un milieu calme. Donc, regardez de nouveau donc ce cycle-là. Donc, il s'agit donc de séquences qui se répètent. Ce qu'on peut constater ici, c'est l'épaisseur. Hein. L'épaisseur des séquences n'est pas la même. On peut avoir des séquences épaisses, des séquences très peu épaisses, etc. Regardez. C'est par exemple une grande séquence avec des petits cycles à l'intérieur. Les flèches ici indiquent des cycles à l'intérieur de la séquence. Ici. Mais ici, on peut considérer qu'on a une seule séquence ici, avec des petits cycles à l'intérieur. Mais regardez, il présente trois ensembles. L'ensemble 1, c'est des dépôts, comme j'ai dit, alluvions avec des stratifications entrecroisées, ici. Puis, dépôts avec des stratifications obliques. Puis, de nouveau, dépôts avec des stratifications entrecroisées. Puis, les rides. 3, les rides. Puis, 4, les argiles ou bien la base. Ou bien les dépôts fins. C'est des cycles, des petits cycles ici qu'on a marqué avec des flèches, si vous voulez. Hein.
Alors, ce qu'il faut, donc ça, c'est des détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans les milieux fluviatiles, on peut avoir des séquences de type tresse et des séquences de type méandre. Exemple de séquence ici, dans la plaine d'inondation. Et exemple de séquence ici, dans les chenaux. Le chenot, c'est-à-dire le lit mineur, par exemple, bien le chenal, le chenal, bien lit mineur. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer que les séquences, si vous voulez, sont épaisses. En général, c'est des séquences épaisses. Il ne s'agit pas de petites séquences comme ici. Séquences épaisses et également qui montrent un granoclassement, euh, qui montre toujours un granoclassement, si vous voulez. Regardez ici. Par exemple, ici, vous avez la base de la séquence avec des dépôts peut-être des grès ou bien des conglomérats à stratification entrecroisée. Puis, quand on monte, on a la stratification oblique, puis les raies de courant, puis les argiles, ou bien la vase, la boue, là-bas, la boue ou bien la vase. Donc ici, vous avez un granoclassement positif. C'est comme tout à l'heure, mais ici, c'est plus marqué. C'est très marqué qu'ici. Ici, les dépôts peuvent être, les grains peuvent être fins dans l'ensemble. Ici, on peut distinguer les dépôts grossiers. Comme ici, regardez, c'est très grossier, avec la base ravinante. Regardez la base ravinante. Grossier, fin. Puis de nouveau une autre séquence, jusqu'ici. Une autre séquence, regardez, grossier, fin, avec les différents types de structures sédimentaires. Donc, lamination ou bien stratification entrecroisée, stratification oblique, les courants, puis les argiles. Donc, jusqu'ici, donc voilà ce qu'on appelle les séquences de chenal. Les séquences de chenal. Comme je vous ai expliqué l'autre fois, une séquence de chenal, puis un chenal d'abord. Un chenal d'abord présente donc une géométrie lenticulaire comme ça. Regardez, donc une géométrie lenticulaire. Un chenal, une géométrie lenticulaire, avec toujours un granoclassement, c'est-à-dire grossier à la base, les éléments grossiers à la base. Pardon, c'est mal dessiné. Mais vous imaginez donc grossier à la base et fin au sommet. Regardez comme ça. Voilà, fin au sommet. Parfois même ici, on peut avoir la boue et la vase comme c'est indiqué dans le niveau des séquences. La vase ou bien la boue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressemble aux argiles. Mais en bas, vous avez des graviers, c'est grossier. Donc ici, on a un granoclassement positif. Granoclassement positif. C'est ce que vous avez ici. Quand on vous demande c'est-à-dire de dessiner ou bien de définir une séquence de chenal, donc il faut la définir comme ça. C'est une séquence qui présente un granoclassement positif. Base ravinante, granoclassement positif. Séquence de chenal. Le chenal présente une géométrie lenticulaire. Regardez, lenticulaire. C'est-à-dire quand on va sur le terrain, quand on a des géométries comme ça, c'est-à-dire une géométrie lenticulaire, c'est pas une géométrie comme ça, comme les couches et les strates, qui présentent des limites, pardon, qui présentent des limites parallèles, comme ça, parallèles, comme ça. Ici, non. Il se termine en biseau ici. La couche ou bien le banc se termine en biseau, c'est-à-dire qu'il se présente sous forme de lentille. Lentille ou bien présente une géométrie lenticulaire, chenal. Les couches, normalement, comme j'ai dit, c'est des couches qui présentent des limites parallèles, comme ça. C'est mal dessiné, mais il faut imaginer des limites parallèles, les couches en général. Quand on a les dépôts de chenaux en général se présentent sous forme de lentilles, bien lenticulaires. Il faut bien retenir ça. Parce que le chenal, c'est une dépression comme ça, bien sûr. Donc, quand on va avoir un dépôt, c'est une dépression avec des limites. Quand il va y avoir le dépôt ici, le dépôt va épouser la forme de la dépression, comme ça. Et on va voir donc une géométrie lenticulaire avec des dépôts grossiers à la base et des dépôts fins au sommet. Surtout au niveau de levée, par exemple, les levées doivent avoir généralement la formation de rides, de courants et le dépôt des dépôts très fins. C'est des sables et des argiles, par exemple, fins. On peut avoir également exemple de séquence dans les dépôts de crevasses plailles. Les crevasses plailles, souvenez-vous bien, ce sont des petites
pression à côté, hein, qui vont être remplis par les dépôts quand on a un débordement du chenal, déchirure au niveau de la levée et dépôt au niveau de la crevasse play. Des dépôts, généralement, c'est des bancs qui présentent, si vous voulez, des limites parallèles avec des stratifications obliques qui s'alternent avec de la vase ou bien de la boue. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est très important, c'est de connaître, si vous voulez, les séquences de chenaux et les séquences ou bien les cycles au niveau de la plaine d'inondation. Alors ici, je vais vous montrer donc une séquence de dépôt synthétique, si vous voulez. Séquence de dépôt synthétique dans un milieu fluviatile. C'est-à-dire, n'importe quelle zone de milieu fluviatile, vous allez trouver soit toute la séquence comme ça, ou bien une partie de la séquence. Juste une partie de la séquence. Ça dépend. Parfois, on peut trouver donc la séquence complète. Parfois, on trouve des fragments, bien des parties de la séquence. Si on est dans le chenal, ou bien on est sur les levées, ou bien sur la plaine d'inondation, etc. Mais si, comme j'ai dit, c'est un résumé ou bien ce qu'on peut appeler donc une séquence synthétique de milieu fluviatile. Voilà comment il se présente. C'est-à-dire les principaux éléments que présente une séquence fluviatile. Alors, comme vous voyez ici, c'est une séquence, comme j'ai dit, qui présente toujours une base ravinante ici, érosionnelle, dépôt de chenaux, ici, grossier, c'est ce qu'on avait appelé les lag deposits en anglais, dépôt ici, donc, de gravier, des éléments grossiers, qui devient fin vers le sommet. Ici, donc, vous avez gravier, avec, ici, vous avez des stratifications entrecroisées, ou bien litage entrecroisé, ce qui est marqué ici. Litage ou bien stratification, c'est la même chose, entrecroisé. On les schématise comme ça. Le schéma des stratifications entrecroisées, on les schématise comme ça, si vous voulez. Puis après, vous allez voir des sables, peut-être, des éléments fins, relativement fins par rapport à ce qui est en bas, et avec des stratifications obliques. Regardez les stratifications obliques, on les schématise, on leur attribue un symbole comme ça, des stratifications obliques, c'est-à-dire obliques comme ça, des lignes obliques. Stratification oblique. C'est ce qu'on appelle le litage oblique ou bien stratification oblique. Puis, au sommet, on peut avoir ici les rides de courant. Les rides, c'est ce qu'on a schématisé tout à l'heure par ça, les rides de courant. Ici, vous avez des rides dissymétriques, non pas des rides symétriques, des rides de courant. Puis, tout à fait en haut, on peut avoir des traces de racines ici. Regardez les traces de racines pour indiquer qu'il y avait des sols. Les sols, toujours, au niveau de la plaine d'inondation, peuvent laisser des traces de racines dans les roches. Les traces de racines peuvent être fossilisées. Alors, voilà comment donc on peut imaginer une séquence fluviatile de la base au sommet. Alors, les dépôts de la séquence. Alors, dans cette partie basale, généralement, on a des graviers. Des graviers, quand on monte dans la série ou bien dans la séquence, les dépôts diminuent, bien la taille des dépôts diminue, si vous voulez, on aura des sables. Les sables, puis tout à fait au sommet, il va y avoir presque exclusivement des argiles ou bien la boue, ou bien la vase qu'on a vu tout à l'heure. Voilà donc grosso modo ce qu'on appelle les alluvions. Les alluvions, vous avez les graviers, les sables, les argiles. Les alluvions qui proviennent de l'érosion, donc des reliefs que traverse la rivière ou bien le cours d'eau. Alors, les milieux maintenant, on va essayer de voir chaque milieu correspondant à ces dépôts-là. Donc, vous avez, si on commence du bas par exemple, donc vous avez le lit mineur jusqu'ici. C'est-à-dire tout ce qui peut être déposé dans le lit mineur, c'est surtout les graviers. Les graviers, un peu de sable au sommet, ici, avec, donc, comme j'ai dit, des stratifications entrecroisées, des stratifications obliques.
Donc ça, c'est le lit mineur. Le lit mineur. Alors, dans les levées, ou bien sur le levé, on va avoir surtout des dépôts de sable. Surtout le sable. Ici, avec des stratifications obliques. Et parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on peut avoir quelques rides. Puis dans la plaine d'inondation, on va voir surtout le dépôt des argiles, c'est-à-dire de la boue ou bien de la vase, avec des rides de courant. Donc argile et rides de courant, ça colle pas. Donc ici, pour avoir les rides de courant, il faut avoir un peu de sable. Hein. Donc rides de courant, il faut imaginer également, vous avez un peu de sable. Ici, par exemple. Argile et sable pour avoir les rides de courant. Si vous avez uniquement des argiles, c'est pas facile de former les rides de courant. On ne peut pas former les rides de courant. Parce qu'il faut absolument avoir du sable pour former les rides de courant. Il faut avoir le sable. Puis, le dernier milieu, c'est les sols. Les sols, c'est surtout les argiles, les siltes, etc. Tout ce qui est fin peut former donc les sols. Et comme j'ai dit, quand il s'agit de paléosol, on peut avoir des racines fossilisées dans la roche, traces de racines. Pour parler de sol, il faut absolument trouver des indicateurs qui indiquent l'existence du sol. C'est-à-dire, le seul et le principal indicateur, si vous voulez, c'est les racines, les traces de racines de végétaux. Traces de racines de végétaux qui vont être fossilisées dans la roche, qui vont former donc qui ont formé donc les sols. Voilà, donc on a terminé ce chapitre. On va commencer un autre chapitre. Vous arrivez à voir le partage? Oui, monsieur. Voilà, Monsieur. très bien. Donc maintenant, on va passer au chapitre 4. Et on va voir un autre exemple de milieu de dépôt, c'est le milieu deltaïque. Alors maintenant, on a vu le milieu fluviatile. Le milieu fluviatile, ou bien les cours d'eau en général, prennent naissance des hautes altitudes. Puis ils se jettent au niveau des mers. Ils se jettent au niveau des mers. D'accord? Alors, parfois, ces cours d'eau, ils peuvent former ce qu'on appelle les deltas au niveau du littoral. Alors, un certain nombre donc, de milieux peuvent être considérés comme mixtes et donc peuvent refléter, si vous voulez, les influences à la fois marines et continentales. C'est le cas de ces deltas, par exemple. L'exemple qu'on va voir aujourd'hui. L'exemple du milieu de dépôt, les deltas. Mais on peut avoir d'autres exemples, tels que par exemple les lagunes, tels que les estuaires, bien ce qu'on appelle les tidal flats. C'est au niveau donc des littorales, là où on peut voir la rencontre des eaux, si vous voulez, des eaux douces continentales avec les eaux marines des mers et des océans. D'accord? Alors, pour définir maintenant un delta, Monsieur, oui, désolé pour le dérangement, mais le partage représente une page d'accueil de Microsoft Word et n'est pas le PowerPoint. ah, d'accord. Je vais
Je vais repartager. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez? Maintenant, c'est bon, monsieur. Très bien. Alors, comme j'ai dit, donc, parfois les cours d'eau, ou bien les rivières, ou bien les fleuves, quand ils arrivent au niveau de la mer, une mer ou bien d'un océan, ils peuvent construire, si vous voulez, ce qu'on appelle les deltas. C'est-à-dire, il s'agit donc de milieux qu'on peut considérer comme mixtes, qui reflètent les influences à la fois marines et continentales. C'est le lieu de rencontre, si vous voulez, des eaux douces continentales et des eaux marines. Alors, ce sont des milieux du domaine qu'on appelle le domaine de transition, ou bien le domaine intermédiaire, si vous voulez, entre les mers, bien entre le domaine marin et le domaine continental. Alors, les exemples de milieux de dépôt de ce domaine-là, on peut avoir les deltas, comme je viens de le dire, on peut avoir les lagunes, les estuaires, par exemple, etc. C'est-à-dire tout milieu dans lequel on peut avoir un mélange, si vous voulez, des eaux douces et des eaux marines. Alors ici, dans cette partie de cours, on va prendre l'exemple de milieu deltaïque, c'est-à-dire les deltas. Alors, ça dépend, la définition donc, du delta dépend des auteurs. Alors pour nous, on peut définir un delta comme un complexe formé par un ensemble de sédimentations à dominante détritique, mais renfermant des intercalations marines, qui se déposent bien sûr au droit d'un fleuve ou bien de la rencontre, si vous voulez, de plusieurs fleuves. C'est ce qu'on peut dire, si vous voulez, si on veut définir un delta. Alors, il s'agit d'un complexe, un complexe deltaïque qui correspond donc à l'ensemble de la sédimentation à dominante détritique, c'est-à-dire à dominante, si vous voulez, continentale, mais qui renferme des intercalations marines, c'est-à-dire dans laquelle on trouve des niveaux marins, c'est-à-dire des niveaux de dépôt qui proviennent de la mer. Et on trouve donc ce complexe deltaïque, ce complexe, si vous voulez, sédimentaire, déposé à l'embouchure d'un fleuve ou bien là où vous avez la rencontre de plusieurs fleuves parfois. Alors, maintenant, on va essayer de voir la morphologie d'un delta, c'est-à-dire les différentes parties morphologiques qui forment le delta. Alors, sur cette photo-là, on peut voir ces différentes parties morphologiques qui forment le delta. Alors, regardez ici en haut de la photo ici, cette partie-là, vous avez le milieu fluviatile. Le milieu fluviatile qu'on vient de voir. C'est marqué ici fleuve, regardez, donc il s'agit ici d'un fleuve méandriforme, sous forme de méandre, avec une plaine alluviale, avec de la végétation, etc., etc. Donc, juste après que le fleuve donc se jette dans la mer, il va former il forme ici un complexe deltaïque. Alors, ce delta
D'abord, le delta, pourquoi on l'appelle delta? Parce que tout simplement, il présente une géométrie de delta. Une géométrie sous forme de cône. Forme de cône comme ça. Comme ce qu'on a vu l'autre fois, quand on a vu les dépôts gravitaires, on a parlé des cônes sous-marins, c'est-à-dire les cônes turbiditiques. C'est presque la même chose. Mais la différence, c'est que les cônes sous-marins se forment, si vous voulez, bien se déposent en bas des talus sous-marins, c'est-à-dire dans des profondeurs très importantes. Alors que les cônes deltaïques se forment, si vous voulez, juste, si vous voulez, au niveau du milieu littoral, c'est-à-dire juste au niveau donc de la plateforme. C'est pas très profond. Donc, à ne pas confondre hein, les cônes deltaïques, un éventail deltaïque avec un éventail sous-marin formé par les dépôts turbiditiques, les dépôts gravitaires. Ici, il ne s'agit pas de dépôts gravitaires dans les deltas. C'est des dépôts ramenés par le fleuve et par les courants marins. Alors, les parties qui forment donc un delta, comme vous voyez sur cette photo-là, donc vous avez ce qu'on appelle la plaine deltaïque. La plaine deltaïque, c'est le prolongement de la plaine alluviale, c'est-à-dire du milieu fluviatile. Elle est parcourue par un réseau de chenaux ramifiés, comme vous voyez ici. Ces chenaux-là, on les appelle les distributaires. Les distributaires. Et présentent également des zones marécageuses avec de la végétation. Ces zones marécageuses se trouvent entre les chenaux, comme vous voyez ici. Là où vous avez la végétation, regardez, ce sont des zones marécageuses, c'est-à-dire des zones parfois, si vous voulez, couvertes par l'eau et parfois sont émergées. Présentent donc la végétation. Ça rappelle un peu la plaine alluviale du milieu fluviatile ici. Donc, il s'agit d'une zone, si vous voulez, qui est presque à tout temps, il est à l'air libre. C'est-à-dire, elle n'est pas couverte par l'eau, mais elle est traversée par des chenaux, ou bien ce qu'on appelle les distributaires. Alors, les chenaux, ces chenaux-là, comme vous voyez, se terminent avec des lobes. Vous avez des lobes ici qui terminent les chenaux dans une autre partie du delta qui s'appelle le front deltaïque, ou bien le front du delta. Front du delta. Alors ici, le front, il est incliné, ou bien fortement même incliné par rapport à la plaine deltaïque, c'est-à-dire qu'il présente une pente. Et forme, si vous voulez, le prolongement de la plaine deltaïque sous la mer. Alors le front deltaïque, cette fois-ci, il est couvert par l'eau de mer. Tandis que la plaine deltaïque, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas couverte par l'eau, elle reste longtemps émergée, c'est-à-dire elle reste à l'air libre. Le front deltaïque, quant à lui, il est généralement sous l'eau. Et c'est la zone des lobes, si vous voulez, des chenaux, bien des distributaires. Puis vous avez une autre partie qui forme le delta, c'est ce qu'on appelle le pro-delta. C'est cette partie-là noire. Regardez, le pro-delta. Alors le pro-delta, c'est la partie la plus externe et plus profonde du delta. Externe, c'est-à-dire du côté de la mer. Interne, c'est du côté du continent. Par exemple, la plaine deltaïque, c'est la partie interne du delta. La partie du pro-delta, c'est la partie externe. Cette partie-là, comme vous voyez, repose sur les sédiments marins de la plateforme littorale. Donc, il repose directement sur les sédiments d'origine marine de la plateforme. Voilà donc, si vous voulez, les différentes parties qui forment un delta. Ici, c'est une vue en plan, c'est-à-dire vue du haut. Ce qu'on peut voir comme partie qui forme le delta quand on regarde du haut sur le plan. Alors maintenant, on va passer à voir un petit peu cette coupe-là, la coupe longitudinale le long d'un delta, c'est-à-dire une coupe qui traverse longitudinalement le delta.
bien sûr, au niveau de cette coupe-là, on va voir ça. Coupe longitudinale schématique d'un delta. Alors, de ce côté-là, vous avez le continent ou bien l'amont. De ce côté-là, vous avez la mer ou bien l'aval, si vous voulez. Amont, aval, c'est la même chose. Bien côté proximal, côté distal, si vous voulez. Vous avez le profil comme ça. D'accord? Alors, de ce côté-là, donc, vous avez la plaine alluviale, ou bien fluviatile, si vous voulez, ou bien le fleuve, milieu fluviatile. Et de ce côté-là, vous avez le milieu deltaïque, ou bien le delta, avec cette partie. Alors, vous avez ici la plaine deltaïque jusqu'ici. Vous avez le delta franc et vous avez le pro-delta. Le pro-delta, donc, c'est la zone la plus profonde du delta. Regardez la plaine deltaïque, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle n'est pas couverte tout le temps par l'eau, hein, sauf dans la partie tédale, là où vous avez des courants de marée, parfois qui montent et couvrent un peu donc la plaine deltaïque. Et il y a une limite ici entre la plaine deltaïque et le delta franc. C'est la limite de la végétation halophile. Ce qu'on appelle la végétation halophile, c'est-à-dire c'est des végétaux qui peuvent se développer dans des eaux, dans des milieux, si vous voulez, salés. Alors, voilà, si vous voulez, les différentes parties qui forment le delta, selon un profil, si vous voulez, longitudinal. Et vous avez tout à fait en bas ici, dans la zone la plus profonde, vous avez le plateau continental. C'est-à-dire, si vous voulez, la plateforme. Alors, verticalement, au niveau de l'eau ici, on peut distinguer ces zones-là. Vous avez la zone subtidale ici, c'est la zone la plus profonde. Vous avez la zone intertidale, c'est-à-dire la zone de balancement des marées. C'est marqué ici, basse mer, pleine mer ou bien haute mer, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la zone de balancement des marées, la zone intertidale, qui se trouve entre la limite de la basse mer, si vous voulez, et la haute mer ou bien pleine mer. Puis après, vous avez la zone supratidale, donc c'est une zone qui est temporairement donc, couverte par l'eau supratidale. Bien, donc voilà les différentes parties, si vous voulez, qui forment le delta sur un profil longitudinal. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu la classification de ces deltas. Classification des deltas. Alors, tout à l'heure, quand on a défini le delta, on a dit que c'est une zone de rencontre, si vous voulez, de deux types d'eau, eau douce et eau marine. En quelque sorte, c'est la zone de rencontre de deux types de dynamique. Parce que l'eau, quand on a du courant d'eau, on peut avoir de l'hydrodynamisme, c'est-à-dire la dynamique de l'eau. Donc, vous avez ici, au niveau des deltas, la rencontre de deux types de dynamisme, ou bien d'hydrodynamisme. Vous avez l'hydrodynamisme continental, vous avez l'hydrodynamisme marin, c'est-à-dire la dynamique de l'eau de mer et la dynamique de l'eau douce, du cours d'eau, bien du fleuve. Alors, la classification des deltas se base sur ces deux types de dynamisme ou bien de dynamique, si vous voulez. Il y a par exemple des cours d'eau qui présentent une dynamique très importante, très forte par rapport à la dynamique de la mer. Il y a des cours d'eau qui présentent une dynamique relativement faible, etc. Alors, on se base sur ces deux dynamiques-là pour donner la classification des deltas. Alors, le premier exemple de delta, c'est le delta à dominance fluviatile. À dominance fluviatile, c'est-à-dire c'est un delta dans lequel la dynamique fluviatile est très importante par rapport à la dynamique marine. Alors, la dynamique marine, comme vous le savez peut-être, c'est l'énergie de l'eau provoquée par les courants marins. Alors, parmi les courants marins qu'on peut avoir, par exemple, c'est les vagues, par exemple.
On peut parler donc de la dynamique des vagues. Comme on peut avoir la marée, par exemple. La dynamique des marées. Ce sont donc des dynamiques marines. Puis la dynamique fluviatique, c'est-à-dire la dynamique du cours d'eau. Il peut être fort, il peut être faible, etc. Alors, delta à dominance fluviatile, comme je dis, c'est un delta où la dynamique du fleuve est très supérieure à la dynamique marine, c'est-à-dire la dynamique des vagues et la dynamique de marée. C'est-à-dire ici, les apports sédimentaires continentaux sont très importants par rapport aux apports d'origine marine. Alors, dans ce cas de delta, parfois on les appelle des deltas fortement constructifs, des deltas fortement constructifs. C'est-à-dire les apports continentaux sont largement supérieurs aux apports marins. Et vous avez donc cette photo-là qui illustre donc la forme de ce delta-là. Comme vous voyez, c'est une forme qui rappelle les pattes d'oiseau. Une patte d'oiseau, si vous voulez, comme ça, hein, avec des chenaux ici, etc., des lobes, des barres de sable, etc. Alors, il s'agit ici, on les appelle également des deltas digités avec développement de chenaux en éventail bordé de levées sableuses. Vous avez un développement donc de chenaux sous forme de, c'est-à-dire en éventail, c'est comme les doigts, si vous voulez. Pourquoi d'ailleurs on appelle delta en forme de patte d'oiseau, avec des levées, c'est-à-dire des bordures formées par des sables. Les levées sableuses. C'est ce que vous avez ici, LS, marqué LS. Toutes ces bordures-là, en jaune, sont les barres, si vous voulez, sableuses des levées des chenaux. On peut avoir également ce qu'on appelle la formation des crevasses plailles. Crevasses plailles, marqué ici CS. C'est des petites dépressions. Ça rappelle un peu ce qu'on a vu quand on a parlé de... Ça rappelle également les crevasses plailles des milieux fluviatiles. Hein. Ils se forment suite à un débordement, si vous voulez, du chenal, hein, qui dépose donc des sables dans des petites dépressions à côté du chenal. C'est ce qu'on appelle les crevasses plailles. Formation donc de ces crevasses plailles lors de la rupture des levées. Déchirure au niveau de la levée, bien la rupture, et débordement, si vous voulez, du chenal et dépôt au niveau donc des petites dépressions qu'on appelle les crevasses plailles. Comme vous voyez également ici, aux extrémités du chenal se déposent des barres d'embouchure. Les barres d'embouchure, c'est ce que vous avez ici, c'est ce que j'ai entouré en vert. Et marqué ici BE, barre d'embouchure. Barre d'embouchure. Donc là, une des caractéristiques donc, de ce delta à dominance fluviatile, c'est la formation de ces barres d'embouchure en face des chenaux. Alors, ce type de delta se forme lorsque les apports fluviatiles sont dominants, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on parle donc d'un delta fortement constructif. Dynamique fluviatile très, très supérieure à la dynamique marine. Alors, l'exemple le plus célèbre de ces deltas, dominance fluviatile, c'est le Mississippi. Delta du Mississippi. Alors, le Mississippi, c'est un fleuve en Amérique du Nord qui se jette dans le golfe du Mexique, au sud des États-Unis. Il peut avoir une épaisseur de sédiments qui est environ 11 000 mètres. 11 000 mètres de dépôt. C'est énorme. 11 000 mètres de dépôt quaternaire. Et il augmente à chaque fois, il peut augmenter, donc cette quantité énorme de dépôt quaternaire peut augmenter chaque année par un volume de 2 millions de tonnes, presque, chaque année. Donc c'est énorme. Il s'agit donc d'un delta fortement constructif, le Mississippi.
Alors, un autre exemple de notre type, si vous voulez, parce que maintenant on parle de la classification des deltas. Donc, un autre type, ou bien une autre classe de delta, c'est le delta à dominance de marée. Delta à dominance de marée, dans ce type de delta, les chenaux sont méandriformes et évasés. Comme vous voyez ici, donc les chenaux, ils peuvent être méandriformes, c'est-à-dire présentent des méandres, évasés, c'est-à-dire avec une ouverture large, à l'embouchure. Alors, les sables forment des barres de méandres, comme vous voyez ici. Vous avez des barres de méandres et des barres tidales. C'est marqué ici BT, barre tidale. Les chenaux également peuvent être bordés de slicks, ce qu'on appelle les slicks, S-I-L-I-K, 2-K-E, intertidales. Les slicks intertidales. Alors, les slicks intertidales, comme vous voyez, c'est des vasières recouvertes par l'eau à chaque marée. Quand la marée monte, ces parties sont couvertes par l'eau, mais quand la marée descend, ces parties-là, ces slicks-là se trouvent à l'air libre. C'est des parties, donc, comme je dis, qui se trouvent dans la partie intertidale, c'est-à-dire dans la zone de balancement des marées. Les zones interdistributaires sont garnies de shore. Les zones interdistributaires, c'est-à-dire entre les chenaux, on peut trouver ce qu'on appelle les shores. Les shores également, ce sont donc des parties couvertes, si vous voulez, par l'eau et qui présentent de la végétation aussi. Hein. Et c'est la partie, si vous voulez, un peu distale par rapport aux slicks. Les slicks, c'est un peu, si vous voulez, proximal. Ce type d'embouchure, ou bien ce type de delta, se développe, si vous voulez, lorsque les courants de marée sont dominants. C'est pourquoi on les appelle donc des deltas à dominance de marée. Dominance de marée, et donc la distribution, si vous voulez, des dépôts se fait surtout, bien principalement, par les courants de marée. C'est-à-dire ici, la dynamique fluviatile n'est pas très importante. Elle est faible. Donc, on a surtout des courants de marée qui sont dominants. Alors, l'exemple, bien les exemples, vous avez ici deux exemples de ce delta. Le delta de la Gironde et le delta du Gange. Alors, la Gironde, c'est tout simplement un delta commun de deux fleuves. C'est au niveau de la France. Deux fleuves, c'est-à-dire la Garonne et la Dordogne. Ces deux fleuves-là se trouvent au sud-ouest de la France. Hein. Sud-ouest vers l'Aquitaine, si vous voulez. Tandis que le delta du Gange, le Gange est un delta très célèbre aussi. Et il s'agit d'un delta très grand. C'est le delta le plus grand du monde, le delta du Gange. Il se trouve en Inde. Il se trouve en Inde et il se jette, si vous voulez, dans le golfe du Bengale. Le golfe du Bengale. Alors, le Gange se prolonge à plus de 1000 km dans l'océan Indien. Imaginez un delta qui se prolonge dans l'océan Indien sur environ 1000 km. C'est énorme, c'est très grand. C'est le delta le plus grand du monde. Et il s'agit d'un delta à dominance de marée. C'est pas comme le Mississippi. Le Mississippi, tout à l'heure, on a dit, c'est un delta à dominance fluviatile, si vous voulez. Ici, non. C'est surtout la marée qui arrange ou bien qui répartit, si vous voulez, les dépôts dans ce delta. Voilà donc l'exemple de delta à dominance de marée. Donc ici, vous avez un exemple de shore, si vous voulez. Vous avez chenal, ou bien un distributeur,
Et entre les chenaux-distributeurs, vous pouvez avoir ce qu'on avait appelé tout à l'heure les zones marécageuses avec de la végétation ici. Alors, dans les chenaux, regardez ici, vous avez de la boue, des argiles, la boue, la vase, etc. Et dans cette boue et cette vase-là, il faut s'attendre à trouver des organismes, tels que des crabes, tels que des espèces de lamellebranche, par exemple, etc. Le troisième type, si vous voulez, de delta, c'est le delta à dominance de vague. Delta à dominance de vague ou bien de houle. C'est presque la même chose. Hein. Les vagues, la houle, c'est presque la même chose. Alors, ici, la dynamique la plus importante ici, ce sont les vagues. Ce sont les vagues qui vont donc, si vous voulez, répartir les dépôts au niveau du delta. Cette action de vague se fait sentir sur le front du delta. Les distributeurs sont peu nombreux. Regardez ici, dans ce type de delta, les distributeurs sont très peu nombreux. Ce n'est pas comme le delta du Mississippi, par exemple. Alors, les sols sont remaniés et forment des cordons sableux. Ce qui est marqué ici, CS, ce sont les cordons sableux au niveau des plages. Les particules fines sont dispersées vers le large. En général, généralement, donc, au niveau de la plage, au niveau du delta, vous avez surtout des sables, mais les particules fines des argiles, par exemple, les cils, tout ce qui est fin, il va être, si vous voulez, déposé vers, ou bien dispersé vers le large. Alors, au niveau de l'estuaire, bien du delta, ces cordons dunaires se terminent avec ce qu'on appelle des flèches sableuses. Des flèches sableuses en bordure donc de la plage, si vous voulez, ou bien qui bordent la plage. Bien sûr, donc, comme je viens de le dire, donc, ce type de delta se forme sous l'effet de la houle ou bien des vagues, essentiellement sous l'effet donc de la dynamique, si vous voulez, du courant de vague ou bien de houle. Alors, ce courant de houle et de vague génère généralement ce qu'on appelle une dérive littorale. Une dérive littorale, c'est ce qu'on a schématisé ici par cette flèche-là. Donc, regardez, les dépôts sont ramenés latéralement et dispersés sur la plage pour former donc des cordons dunaires ou bien des cordons sableux au niveau de la plage. Alors ici, comme je viens de le dire, il s'agit d'un delta où vous avez la dynamique la plus importante, c'est la dynamique du courant de vague ou bien de houle. C'est-à-dire les marées, la dynamique de marée est faible, la dynamique fluviatile est faible aussi. Alors, l'exemple de delta, c'est l'exemple du fleuve, si vous voulez, l'exemple de delta formé par le fleuve, si vous voulez, du Sénégal, par exemple, l'exemple le plus important. Alors, le fleuve du Sénégal, comme vous le savez peut-être, c'est un fleuve d'Afrique de l'Ouest. On le trouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il prend donc sa source en Guinée, le pays du Guinée, à 750 mètres d'altitude, et il arrose le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Donc, regardez, donc il s'agit là d'un fleuve qui traverse au moins 4 pays. La Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Il s'agit là d'un fleuve, si vous voulez, formé essentiellement par les vagues et par la houle. D'un delta, pardon, il s'agit d'un delta, hein, le fleuve. Mais du fluviatile, comme on a dit, c'est un fleuve donc, qui prend l'essence, si vous voulez, de la Guinée et traverse donc 3 pays. Mais quand il se jette dans l'océan Atlantique, à ce niveau-là, il va former, si vous voulez, un delta à dominance de vague ou bien de houle.
Voilà donc trois classes ou bien trois types, si vous voulez, de delta en fonction de la dynamique, si vous voulez, fluviatile et la dynamique marine. Alors, je vais récapituler ici sur ce diagramme. Le diagramme peut dire qu'il s'agit d'un diagramme ternaire qui présente trois pôles. Ici, vous avez ce pôle-là. Sur ce pôle-là, on a mis, par exemple, l'apport sédimentaire, c'est-à-dire la dynamique fluviatile. Ici, la dynamique de houle. Ici, la dynamique de marée. Dynamique de houle ou bien de vague, comme je dis, c'est la même chose. Dynamique de marée ici. Et on va essayer donc de répartir les fleuves, ou bien, pardon, les deltas au niveau de chaque, en fonction, si vous voulez, de chaque dynamique. Alors, si les études qui ont été faites, donc, on permet donc de partager ce diagramme en trois parties. Vous avez cette partie-là, c'est la partie à dominance fluviatile. Cette partie-là, en vert, dominance de houle. En bleu, dominance de marée. Et on va projeter donc les différents exemples de delta sur ce diagramme-là en fonction de la dynamique dominante. Alors, par exemple, le Mississippi. Regardez le Mississippi. Le Mississippi qu'on a pris comme exemple de delta à dominance fluviatile. Regardez où il se trouve par rapport, si vous voulez, sur ce diagramme ternaire. Il se trouve pratiquement dans la partie proche du pôle des apports de sédiments ou bien de la dynamique fluviatile. Il est là. Alors, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le delta au monde le plus fortement constructif. C'est-à-dire qu'il présente une dynamique fluviatile très, très importante. Et dans cette partie également, on peut avoir le delta de Pau ou bien le Danube. Le Danube. Alors, le Pau, delta du Pau, c'est un fleuve en Italie qui forme donc un delta dans la mer Adriatique. Ce delta, on l'appelle le delta du Pau. Il s'agit d'un delta également constructif, mais ce n'est pas comme le Mississippi. Ici, dans ce delta, les dépôts, bien les apports sédimentaires peuvent avancer d'environ 70 mètres par an, le dépôt quaternaire. Pour le Danube, c'est un fleuve européen qui traverse plusieurs pays européens, qui se jette dans la mer Noire, en Roumanie et en Ukraine. Et là, il forme également un delta, si vous voulez, à dominance fluviatile. Si je prends par exemple, les deltas à dominance de vague ou bien de houle, comme vous voyez ici, vous avez par exemple le delta du Nil. Le Nil, c'est un delta célèbre également, si vous voulez, en Égypte. Donc, c'est un delta donc, qui se forme, si vous voulez, au niveau de la Méditerranée. Alors, ce delta-là est un delta à dominance de houle ou bien de vague. Vous avez également le Niger, delta du Niger. Vous avez également le delta du Rhône, delta de l'Èbre, par exemple. Alors, l'Èbre, c'est un fleuve en Espagne qui forme un delta en Méditerranée également. Le Niger, c'est un delta du Nigeria qui se jette dans l'Atlantique et forme un delta à ce niveau-là. Voilà donc des exemples, si vous voulez, de delta à dominance de vague ou bien de houle. Pour les deltas à dominance de marée, ces deltas qu'on voit sont rares si on les compare aux autres types de deltas. Ils sont relativement rares. Alors, vous avez par exemple ici
Ici, sur ce diagramme, donc, vous avez le Colorado aux États-Unis, vous avez la Somme en France. Alors, pour la Somme, donc, c'est un fleuve qui se trouve au nord de la France, qui se jette dans la Manche. Et c'est un fleuve qui forme un delta à dominance de marée. Un fleuve donc à dominance de marée. Et vous avez également le fleuve le plus célèbre, si vous voulez, c'est le Gange, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez le Gange et vous avez la Gironde aussi. Bien. Alors ici, vous avez, c'est une photo qui montre un petit peu, si vous voulez, des chenaux, des distributaires, des ramifications, si vous voulez, de chenaux, de delta de Colorado, au niveau du golfe de la Californie, aux États-Unis. Juste pour avoir une idée sur ce qu'on appelle les chenaux, les distributeurs, etc. Ici, c'est une photo, si vous voulez, c'est des chenaux ou bien des distributeurs vus du haut, c'est-à-dire sur le plan. Bien. Donc, après avoir vu la classification des deltas, maintenant, on va essayer de voir les faciès deltaïques, c'est-à-dire les dépôts qui forment, bien formés dans ces deltas. Les faciès deltaïques. Donc, je pense qu'il faut que j'agrandisse un petit peu ça. C'est bien maintenant, vous arrivez à voir mieux? Très bien. Monsieur. Alors, oui, d'accord. Donc, vous désactivez, s'il vous plaît, vos micros. Alors, les faciès deltaïques. Bien sûr, tout à l'heure, on a parlé des parties morphologiques d'un delta. Alors, bien sûr, ces parties-là, chaque partie va être caractérisée par un faciès particulier. Alors, ici, vous avez une coupe longitudinale dans un delta. Tout à l'heure, on a vu le profil longitudinal. Ici, vous avez une coupe longitudinale avec les différents faciès, c'est-à-dire qui montre la répartition des faciès le long du delta. On peut voir les différentes, on peut voir voilà, les différentes parties du delta ici. Vous avez la plaine deltaïque, vous avez le front deltaïque ici, vous avez le pro-delta. Mais ici, on a ajouté les faciès. On a ajouté donc les différents faciès qui forment ces parties ou bien qui se déposent dans cette partie. Alors, regardez la profondeur ici du delta. C'est-à-dire le pro-delta, il peut se trouver à environ 100 mètres de profondeur. C'est approximatif. Hein? Donc, c'est environ 100 mètres de profondeur, par exemple. Après, vous allez voir, bien sûr, les dépôts de la plateforme. Bien. Alors, bien sûr, et une chose là, très importante qu'il faut savoir aussi, c'est le mécanisme de sédimentation dans les deltas. Dans les deltas, le mécanisme le plus important, c'est le mécanisme par progradation. C'est-à-dire, vous avez un apport latéral, si vous voulez, des dépôts. Et ça, donc, on avait expliqué quand on a parlé des mécanismes de sédimentation. On a expliqué comment se fait le mécanisme de progradation, ou bien l'accrétion latérale, ce qu'on avait appelé l'accrétion latérale. Donc, les dépôts viennent latéralement, transportés latéralement, et vont se déposer au fur et à mesure sous forme de prisme. Sous forme de prisme de l'extérieur vers l'intérieur, si vous voulez, de la dépression. Et bien sûr, et on va, quand on a donc cette accrétion latérale, on va avoir, si vous voulez, les lignes temps qui vont limiter nos prismes et les lignes de faciès qui vont limiter les différents faciès horizontalement, si vous voulez, ou bien latéralement. C'est ce que vous avez ici marqué isochrone, c'est-à-dire les lignes temps. Cette ligne-là, par exemple, c'est le même temps, isochrone.
Et celle-là, par exemple, isofaciès, c'est-à-dire le même faciès. Je peux compléter cette ligne-là comme ça, isofaciès. Une autre ligne isofaciès comme ça, c'est-à-dire le même faciès. Regardez donc, les lignes isofaciès sont horizontales. Les lignes isochrones délimitent les prismes en quelque sorte, les prismes de dépôt. Ils sont obliques, inclinés. C'est-à-dire le premier dépôt déposé ici, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. C'est exactement ce que je vous ai expliqué quand on a parlé de la progradation latérale ou bien la création latérale des dépôts. Donc, l'âge des dépôts, donc ici, vous avez les dépôts les plus anciens et les dépôts les plus récents. Voilà, donc c'est pour avoir une idée sur ce qu'on appelle isofaciès, isochrone. Alors, revenons maintenant au dépôt, au faciès delta I. Alors, au niveau de la plaine delta I, qu'est-ce qu'on a? On va voir ici, il peut y avoir l'influence, si vous voulez, des courants de marée au niveau de cette plaine delta I. Marée haute, marée basse, surtout pendant la marée haute. Bien pleine mer, ce qu'on avait appelé tout à l'heure pleine mer. Donc, il peut y avoir des faciès liés à ces courants de marée. Au niveau, par contre, ici, donc, il peut y avoir des faciès liés au courant de marée, c'est-à-dire on peut avoir des bouts, des vases, des argiles, etc., c'est-à-dire des pots fins, surtout au niveau des zones interdistributaires, ou bien interchenaux. Par contre, dans les chenaux, vont se déposer surtout des barres sableuses, égalées, donc c'est grossier. Dans les chenaux que vous voyez ici, on va avoir des dépôts grossiers, c'est surtout des sables et des galets, par exemple. Tandis que dans les zones interdistributaires, comme je viens de l'expliquer, ou bien interchenaux, il va y avoir des limons et des argiles, de la vase, de la boue, etc., parfois même riches en matière organique. Tout à l'heure, souvenez-vous bien, tout à l'heure, on a vu donc une photo qui montre donc ces zones, bien ces zones marécageuses. Il y a donc de la végétation, il y a des organismes, il y a donc des pots fins, bien des limons, des argiles, et donc ils peuvent être le siège donc d'une riche matière organique, si vous voulez. Surtout quand on est sous climat humide. Quand la zone, bien la région est soumise à un climat humide, c'est-à-dire qui n'est pas très chaud, bien aride, on peut développer, si vous voulez, de la matière organique dans les dépôts. Mais si le climat est sec ou bien chaud, en principe, il va y avoir une forte évaporation de l'eau, et donc il faut s'attendre à trouver donc, des roches évaporiques, des minéraux de roches évaporiques dans les sédiments. Voilà, d'une manière générale, si vous voulez, bien d'une manière très simplifiée, les dépôts de la plaine delta X, si vous voulez. Donc, il faut s'attendre à trouver deux types deux types de dépôts, si vous voulez. Deux classes, si vous voulez, de dépôts. Des dépôts grossiers, sable égalé, dans les chenaux. Alors, il faut se rappeler de la géométrie des chenaux, comme je vous expliquais ici, tout à l'heure, et comme vous avez ici. Regardez une géométrie lenticulaire, des dépressions, des chenaux, des dépressions, avec des dépôts grossiers. Tandis qu'au niveau des zones interdistributaires, vous allez trouver, il faut s'attendre à trouver des dépôts fins, les limons et les argiles, parfois riches en matière organique, parfois avec des minéraux de roche évaporique. Ça dépend donc des climats, ça dépend donc de est-ce qu'on est sous un climat chaud, sec, aride, qui permet donc l'évaporation de l'eau, ou bien si on est sous un climat humide, donc il peut contribuer, ou bien il peut, si vous voulez, engendrer surtout le développement des organismes qui vont donner après la matière organique, si vous voulez, qu'on va trouver dans la boue et la vase. Pour le front deltaïque maintenant. Le front deltaïque, comme vous voyez ici, il est généralement formé par des barres sableuses. Des barres sableuses parallèles à la côte et constituent une plage ou un cordon isolant
les lagunes, par exemple, peuvent former des cordons qui isolent des lagunes, c'est-à-dire des milieux lagunaires. Mais comme vous voyez ici, c'est des barres de sable parallèles entre elles, qui progradent, bien sûr, vers le large. Les barres sableuses également peuvent former des îles allongées séparant les chenaux tidaux. Ils peuvent former des îles, ici, par exemple, qui séparent, si vous voulez, les chenaux tidaux, c'est-à-dire les chenaux de marée. Les chenaux de marée. Et généralement ici, il faut s'attendre à trouver dans ces barres-là sableuses un litage oblique et bidirectionnel. En quelque sorte, c'est des stratifications entrecroisées, bidirectionnelles, c'est-à-dire ils présentent deux directions. C'est-à-dire, les deux directions-là, c'est pour matérialiser, si vous voulez, le va-et-vient du courant de marée. Le courant de marée, montée, descente, donc on peut avoir un litage donc entrecroisé en quelque sorte. C'est le cas du Gange, par exemple, en Inde. On peut trouver donc ces barres de sable qui présentent, si vous voulez, un litage bidirectionnel. Voilà donc pour le front du delta, le front deltaïque. Pour le pro-delta, alors pour le pro-delta, comme on a dit tout à l'heure, c'est la zone la plus profonde du delta. Elle est généralement sous l'eau. Donc, puisqu'il s'agit donc de la zone la plus profonde, la zone distale du delta, il faut s'attendre à trouver des sédiments fins. C'est de la vase, c'est de la boue, qui sont généralement bioturbés. Bioturbés, ils peuvent être riches en matière organique d'origine continentale. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire bioturbé? Bioturbé, c'est-à-dire, dans ces sédiments-là, on trouve généralement les traces d'activité d'organismes. Ce qu'on appelle la bioturbation. Traces d'activité d'organismes. Par exemple, les traces de déplacement, les traces d'habitat, les traces. Donc, on peut les trouver ici et forment ce qu'on appelle la bioturbation. La bioturbation du dépôt. Et peuvent être très riches en matière organique, comme je viens de le dire, et en matière organique d'origine continentale. Pourquoi je dis ça? Parce que dans certains deltas, cette matière organique-là, elle peut évoluer pour former des hydrocarbures. Des hydrocarbures avec d'énormes quantités, si vous voulez, d'hydrocarbures qui peuvent être exploités, c'est-à-dire économiquement. C'est le cas je pense, c'est le cas du delta du Niger. Voilà d'une manière très simplifiée, si vous voulez, la répartition des dépôts au niveau d'un delta. Répartition des dépôts ou bien répartition des faciès deltaïques. Alors, l'organisation des dépôts maintenant, l'organisation des faciès, c'est-à-dire, en quelque sorte, quelles sont les séquences de dépôts qui peuvent caractériser un delta, c'est-à-dire l'organisation des faciès dans le delta. Alors, comme vous voyez ici, vous avez donc un bloc diagramme qui montre un delta. Vous avez ici le milieu fluviatile, ici, le fleuve, ici de ce côté-là. Ici, vous avez la plaine deltaïque, ici, avec des chenaux très, très ramifiés, ou bien des distributaires. Et ici, vous avez le front deltaïque, avec les barres de sable. Et ici, vous avez le pro-delta, avec des dépôts très fins, vase, boue, etc. Alors, si on regarde l'hydrodynamisme verticalement dans le delta, alors, automatiquement, au niveau de la zone distale, on va trouver un hydrodynamisme faible. C'est-à-dire, on va trouver une zone calme.
il est vers le large, pro-delta, calme. Et quand on monte vers la surface de l'eau, on va avoir l'agitation de l'eau. Il va y avoir les vagues, il va y avoir la marée, etc., etc. Donc, verticalement comme ça, l'hydrodynamisme, il est fort à la surface et faible en profondeur. La même chose latéralement. Si je regarde l'hydrodynamisme latéralement, l'hydrodynamisme, il est fort du côté du continent, faible du côté marin, côté de la mer. Parce qu'ici, côté du continent, on est du côté donc du domaine fluviatile. Domaine fluviatile, ici, il peut présenter un hydrodynamisme fort. Puis, ça diminue latéralement vers le large. Si je regarde le granoclassement, la même chose. Grossier du côté du continent, fin du côté du large. Et plus particulièrement dans les chenaux. Les chenaux, on peut avoir des pots de chenaux grossiers du côté du large, du côté du continent, et fin du côté du large. Alors ici, donc on considère uniquement donc le profil, c'est-à-dire à partir du domaine fluviatile, on passe par la plaine deltaïque et on arrive sur le front du delta. D'accord? Alors, si on examine les dépôts maintenant, les faciès, si on prend cette section-là, la section verticale de la base au sommet, c'est-à-dire du pro-delta jusqu'ici, ici on a considéré une séquence, si vous voulez, jusqu'au front deltaïque, c'est-à-dire on n'a pas représenté la plaine deltaïque. Donc, on va considérer cette séquence-là. Mais avant de parler de la séquence, regardez les dépôts. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, elles forment des prismes. Premier prisme, deuxième, troisième, etc. avec des surfaces isochrones. Limite ces prismes-là, c'est-à-dire les surfaces isochrones, c'est-à-dire les surfaces de même âge ou bien même âge. Si je regarde également la répartition des dépôts, c'est marqué ici. Vous avez la vase ici, avec quelques barres de sable. Regardez ici, les barres de sable. Et ici, vous avez carrément du sable. Alors, si je prends la séquence verticalement, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez la vase, les vases, ce qui est gris, avec quelques barres de sable fin. Puis vous avez un peu de vase et beaucoup de sable. Puis vous avez sable et barres sableuses. Que du sable et des barres sableuses. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici d'un point de vue granoclassement? La même chose ici. Vous avez fin à la base, grossi au sommet. Donc, il s'agit d'un granoclassement croissant vers le haut. Croissant vers le haut. C'est-à-dire un granoclassement, en quelque sorte, on peut dire négatif, bien inverse. Et regardez également les barres de sable ou bien les strates. On peut parler de barres ou bien les strates de sable, si vous voulez. L'épaisseur des barres augmente de la base vers le sommet. On peut parler également de ce qu'on appelle une stratocroissante. C'est-à-dire l'épaisseur des bancs, bien des barres de sable en bas est plus petite. Alors que quand on monte vers le front deltaïque, les barres de sable deviennent épaisses. Donc épais ici et peu épais ici à la base. On parle donc d'une stratocroissance. C'est-à-dire l'épaisseur des strates augmente de la base vers le sommet. Voilà donc les caractéristiques d'une séquence, si vous voulez, deltaïque. C'est une séquence granodécroissante et stratocroissante. Je répète encore ici, on peut ajouter la plaine deltaïque au niveau de la séquence. C'est-à-dire en haut ici, je peux ajouter des chenaux, de grands chenaux,
avec un granoclassement normal et des argiles ou bien de la base dans la zone interchenaux, bien interdistribuée. D'accord? Ici, la séquence, je répète encore, la séquence, vous l'avez uniquement dans le pro-delta et le front deltaïque. D'une manière générale, c'est une séquence formée par progradation. Il s'agit d'une séquence de progradation granocroissante et stratocroissante. Grano et stratocroissante. D'accord? Alors ici, vous avez l'échelle, si vous voulez, pour avoir une idée sur l'échelle, l'épaisseur des dépôts. On peut faire... ici, vous avez également la profondeur, donc vous avez 0 ici, on peut aller jusqu'à 40, 100 mètres, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà d'une manière, si vous voulez, très simplifiée, un exemple, si vous voulez, de séquence de dépôt deltaïque.